Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Mafre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récit de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Hello les Be-Minders et bienvenue dans un nouvel épisode de Be Mindset, le podcast francophone autour de la santé naturelle et du mouvement. Aujourd'hui, je reçois les fondateurs Seb et Adrien du labo RNP. Le labo RNP, c'est leur organisme à travers lequel ils diffusent des informations et de la formation autour de tout ce qui touche le système vestibulaire, le système neuro, mais également les réflexes archaïques. Alors ce sont des grands mots qui peuvent faire peur, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que on va parler aujourd'hui de méthodes qui vont vous permettre d'améliorer votre santé de manière naturelle. Mais avant de vous expliquer un peu plus cette méthode, je tenais à présenter Seb et Adrien. En tout cas, je tenais à ce qu'ils se présentent. Car comme vous l'aurez compris, à travers les différents épisodes que je mène, l'importance pour moi est de comprendre les hommes, l'humain, à travers les différentes techniques et méthodes que l'on vous explique. Donc la méthode du labo RNP, réflexe neuropsychomoteur, autour des réflexes archaïques, se concentre sur l'évaluation et l'intégration des réflexes primitifs ou archaïques, qui sont présents dès la naissance et qui jouent un rôle crucial dans notre développement neurologique, mais également sur les différentes postures, attitudes, mouvements que l'on peut avoir. L'idée à travers cette méthode est d'optimiser notre santé, nos performances et notre potentiel. Sur ce, afin d'en savoir un peu plus, je t'invite à t'installer tranquillement, prendre de quoi noter parce qu'il y a des perles d'informations dans cet épisode. Et bien sûr, pense à t'abonner, liker la page pour recevoir toutes les notifications des derniers épisodes qui arriveront bientôt. Salut les gars, comment ça Salut, va? super, merci. Et toi? Impeccable. Je vous remercie de votre disponibilité. Ça n'a pas été facile qu'on arrive à se caler un petit rendez-vous parce que vous êtes pas mal pris. Mais le principal, c'est qu'on soit ensemble aujourd'hui pour pouvoir parler un petit peu d'une part, de qui vous êtes. Parce que moi, ce qui m'intéresse également, c'est l'humain derrière les différentes méthodes. Donc, comprendre un petit peu vos parcours respectifs. Et puis derrière, que vous puissiez nous expliquer un petit peu cette approche que Labo RNP a et sur quoi ça repose. Ça va? C'est parfait, merci à toi de nous avoir sollicité, invité ici. Avec grand plaisir. Qui veut commencer? Vas-y Seb. Ah, j'allais dire Adrien, bon, bah, Seb. Donc, Sébastien, préparateur physique de formation. Donc, je suis passé par un cursus universitaire, licence, master, STAPS à Strasbourg. J'ai collaboré pardon, avec le laboratoire de neurosciences à Lausanne pour faire le pont entre l'approche neurosciences et l'approche préparation physique, chose qui est souvent oubliée ou méconnue. Et aujourd'hui, j'accompagne essentiellement les sportifs dans le but d'optimiser le mouvement et la performance à travers l'aspect du contrôle moteur et de la neuro qu'on va expliquer aujourd'hui. Super. Du coup, j'enchaîne. Yes. Adrien Chartier, préparateur physique d'abord dans les sports de combat, puis après dans les sports de force. J'ai travaillé pendant 6 ans pour une fédération sportive en tant que conseiller technique national et je me suis spécialisé au fur et à mesure dans les suivis avec des personnes qui ont des troubles du comportement, que ce soit anxiété, hyperactivité, etc., et troubles de la motricité. Donc, beaucoup d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux notamment. Voilà. Et Ok. et pour comprendre la démarche, en fait, côté un petit peu humain, c'est ce que tu nous demandais un petit peu, comprendre qui on est et pourquoi on en est là. Bah, il y a plusieurs phases. Il y a les phases pardon, personnelles où moi, je me suis beaucoup blessé avec des doubles tendinites chroniques que j'ai eues pendant 2 ans, des douleurs que j'avais constamment à l'arrière du genou, tu vois, gauche.
et je comprenais pas ce que j'avais. Donc, j'ai complètement remis en question ma façon de m'entraîner, ma façon de voir le corps humain. C'est ce qui m'a entraîné d'abord vers le mouvement fonctionnel. J'ai vu qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient pas. Et donc, au fur et à mesure, j'ai poussé vers la neuro, les réflexes archaïques, la motricité dans un sens un peu plus global, mais avec une compréhension du cerveau et de pourquoi le cerveau nous amenait là-dessus. Et puis après, sur les différentes spécialisations qui m'ont emmené vers travailler avec des gens qui ont de l'anxiété ou des troubles neurodéveloppementaux, bah, moi-même, je suis un bon TDAH, tu vois, hyperactif et avec des troubles de l'attention. Forcément, bah, j'ai un enfant qui a hérité de ça. Et donc, bah, la première chose que tu fais, bah, tu as envie d'aider ton enfant. Donc, voilà, je me suis un peu plus intéressé à ça et je me suis aperçu que les gens n'ont pas de solution réellement. Les parents, ils sont devant des murs au quotidien. Et tout ce qui était anxiété, j'ai un passé aussi un peu, je suis passé par le côté militaire, où j'ai vu pas mal de stress, syndrome stress post-traumatique, Mhm. et aussi bah, dans le milieu de la préparation physique, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des problématiques au niveau du mental, donc ce qui m'a poussé à me former beaucoup dans le champ du mental, prépa mentale, hypnose, PNL, sophro, EFT, gestion du stress, etc., etc. Voilà pour ma part. Beau parcours. Seb, ça met la pression? Non. Ouais, ouais, oui et non. En fait, dans le sens où ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un petit peu les démarches qui nous amènent à tout le temps se questionner. Et c'est pour ça quand Adrien il parle dans l'aspect mouvement, problématique personnelle, ben, je m'y retrouve pas mal. C'est ce qui nous a aussi amené à se former. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est à travers toutes les formations qu'on a pu réaliser ensemble. Ah, t'es nouveau là? Ah, toi aussi? Et enfin bref, on tisse des liens. Et en fait, moi, pareil, c'était deux vecteurs. On va dire un premier cas personnel où, pareil, j'avais énormément de douleurs au bas du dos quand je m'entraînais. Bon, là, je m'entraînais pas mal pour la santé. Et en fait, on te dit, fais des squats, c'est bon pour ta santé. Tu fais des squats, mais t'as mal. Et à un moment donné, tu dis, en fait, avoir mal, c'est un peu aux antipodes de la santé. Du coup, tu Mhm. dis, mince, le problème, il y a des squats ou il vient de moi? Et après, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui squattent qui n'ont pas mal. Tu dis, bon, ok, le problème, il vient de moi. Puis, tu viens à te questionner, à faire des recherches au niveau, tu commences à lire, tu commences à te former. Donc, outre le cursus universitaire, tu vas commencer à faire des formations, certifications privées, etc., etc., qui t'emmènent pareil au courant fonctionnel, pour ensuite tester des choses sur toi, premier cobaye. Tu vois des améliorations, tu vois des choses qui ne marchent pas. Par contre, chez d'autres, ça marche. Et bref, c'est toute cette démarche de logique intrinsèque de recherche de meilleure santé qui m'a emmené à ce questionnement et à ce qui m'a tourné aujourd'hui vers ce qu'on appelle la reprogrammation neuroposturale, qui est un outil parmi d'autres dans la santé finalement. Ok. Bon, en tout cas, on voit que déjà, juste à vous deux, on peut balayer une large palette d'éventuelles problématiques qu'on peut rencontrer dans les problèmes de santé chez monsieur et madame tout le monde, que ce soit d'un point de vue, on va pas parler de neuro tout de suite, mais d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue gestuel ou biomécanique. Euh, Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais comprendre comment, de vos deux parcours, on arrive vers à s'associer et à créer Labo RNP. Euh, Déjà pour la petite précision, donc, il y a un troisième compère qui n'est pas là aujourd'hui, donc Romain, qui est préparateur physique, qui accompagne beaucoup les athlètes, donc athlètes, athlétisme, dans les différentes compétitions. Je vous laisserai regarder toute sa biographie et le nombre de médailles glanées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Labo NP a été créé par accident, comme on aime bien le dire, parce que à la base, on est trois personnes de terrain qui accompagnons pardon, des personnes pour des problématiques. Et en fait, ce qui s'est passé, on avait créé un grand webinaire. Il y avait plus de 550 personnes qui étaient inscrites et avec pour objectif accompagner un maximum de sportifs dans leur quotidien. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était suivi par énormément de coachs, préparateurs physiques, kinés, etc. Et en fait, ils s'attendaient à une formation. Et du coup, nous, on voulait faire des accompagnements auprès de sportifs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était suivi que par des coachs et qui s'attendaient à travers ce webinaire à avoir une formation. Du coup, ça s'est fait un petit peu par accident parce qu'à la base, la jeunesse de la BONP était des bilans et des suivis. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve, à travers la BONP, en tout cas, à faire quasiment que de la formation. On a nos activités à côté qui nous permettent de faire des accompagnants. Donc, c'est ça un petit peu la jeunesse par accident. Et comme je disais avant, Romain, Adrien et moi, à la base, on s'est connus à travers toutes les formations. On s'est tout le temps formé, toujours questionné. À chaque fois, on se rencontrait toujours au même endroit. Et puis après, on s'est aussi bien fité, comment dire, fité, Ouais, les valeurs étaient ouais, respectives.
perspective aussi bien professionnelle, mais surtout humain, parce qu'une aventure à trois, c'est pas toujours évident. Et en fait, on se rend compte que humainement, c'est plus important dans ce que tu disais même dès le début. C'est plus important qu'après tout ce qu'on peut mettre derrière. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement finalement. On avait les mêmes valeurs, on avait la même vision, et puis on s'est mis ensemble, tout simplement. Ok. Bah, c'est une belle histoire. J'aime bien cette association de personnes. Je suppose que vous devez être également complémentaires dans vos comportements, caractères, etc. Donc, c'est pour ça que ça matche plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve comme formation auprès de Labo RNP alors? C'est essentiellement l'amélioration. On cherche en fait à amener des billes aux coachs, aux thérapeutes, etc., qui viennent se former chez nous sur l'amélioration de la motricité et l'optimisation de la performance par le biais du système nerveux central. Donc, c'est comment le cerveau fonctionne et comment le cerveau va te permettre d'améliorer la motricité, euh, les comportements, l'émotionnel, etc., dans la vie de tous les jours. Ok. On a une formation vraiment phare, c'est le labo reprogrammation neuroposturale, au sein de laquelle on a formé plus de 500, plus de 500 élèves là, depuis le début, depuis maintenant, c'était fin 2020 qu'on s'est associé. Bravo. C'est beau. Et comment, donc, lors de votre formation, donc vous formez évidemment des thérapeutes ou des coachs ou des kinés, euh, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu, même sans rentrer dans le contenu de la formation, vraiment, comment améliorer sa santé grâce à votre méthode? En fait, euh, déjà, il faut définir ce que c'est la santé. On va partir d'un spectre, d'une lentille, à savoir à travers le mouvement ou la posture. Bien que, comme on l'a évoqué avant, il y a effectivement l'aspect émotionnel, l'aspect cognitif qu'Adrien va développer après. Mais lorsqu'on parle de ça, on parle à la base d'une seule sortie, à savoir la sortie motrice. Donc, c'est quand on s'intéresse au mouvement et à la posture, on se rend compte que le cerveau permet de contracter des muscles, permet de contrôler et permet de créer le mouvement. Là, tu peux regarder sur Internet, n'importe quoi. Le cerveau permet de créer le mouvement. Et lorsqu'on est professionnel du mouvement et qu'on s'intéresse au coaching, au sens très large, coaching performance, coaching rééducation, coaching physique, peu importe, ben, à un moment donné, il y a une activation du cerveau. L'objectif à travers le labo, bien qu'il y a différentes sphères qui vont permettre d'alimenter ça, c'est on met le cerveau au centre de l'équation parce que c'est le cerveau qui va permettre de bien bouger, permettre de bouger sans compensation, permettre de bouger avec une bonne posture, avec les bons critères, permettre une meilleure coordination, une meilleure précision dans le mouvement. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'à la base, les trois préparateurs physiques, Adrien, comme disait avant, il est davantage aujourd'hui orienté vers l'aspect émotionnel et l'aspect cognitif, mais il y a un facteur commun, c'est le cerveau. C'est lui qui va permettre de réguler tout ça. Et en fait, dans notre approche, à travers la reprogrammation neuroposturale, c'est une lentille d'analyse différente par rapport à ce qui est enseigné classiquement dans les différents cursus de formation, avec une appétence particulière avec la mise en avant du cerveau et du système nerveux. Parce que le cerveau permet de créer le mouvement, il permet les fonctions exécutives, cognitives, etc. On s'intéresse juste à comment est-ce qu'il fonctionne le cerveau, tout simplement. Ok. Si je peux juste rajouter un petit détail, tu demandes ce que c'est la santé, et c'est marrant parce que c'est lui dit, ça dépend comment la définition qu'on donne de la santé. Moi, j'aime bien citer l'Organisme mondial de la santé, qui a fait une définition propre à elle de la santé, et qui définit que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, et qui consiste pas seulement, en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que tu n'as pas de handicap ou tu n'as pas une maladie que tu es en bonne santé. Ça regroupe trois grands piliers qui sont le physique, le mental et le social. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le corps humain, le cerveau en tout cas, il fonctionne d'une manière très simple autour de ce que nous, on appelle la boucle sensorimotrice. C'est comment, en fait, j'agis en fonction de comment je perçois dans mon entourage. Donc, quand tu marches, le fait que tu marches correctement, que tu n'aies pas de blessure, de compensation, etc., mais c'est en fonction de ce que le cerveau, il aura analysé et reçu comme information. Mhm. Et en général, comme disait Seb, on se concentre plutôt sur ah, mais tu arrives à faire un squat. Quand tu fais un squat, peut-être que tu as une douleur au squat, ou peut-être que tu as une bascule. Quand au lieu de descendre tout droit en squat, tu penches vers le côté. Quand, quand tu soulèves ta barre, peut-être que tu vas soulever plus d'un côté que de l'autre, etc. Donc, ça, en fin de compte, c'est le agir. Le cerveau, Mhm. il a déjà analysé, il a déjà interprété toutes les informations qu'il avait en sa possession. Nous, on va travailler sur la perception.
Donc, tous les systèmes sensoriels qui sont à la base, donc qui vont rentrer dans le cerveau pour améliorer l'information. Parce qu'en fin de compte, tu sais, quand tu recherches à avoir plus de force, plus d'explosivité, plus de puissance, ben, tout ça, c'est le cerveau qui a déjà traité l'information et qui te permet de l'avoir. Nous, on vient juste améliorer ben, ces informations au départ du cerveau pour que, si tu veux, ils partent sur un seuil propre, neutre et en D'accord. santé. Parce que le cerveau, il pense qu'à une seule chose en permanence, c'est est-ce que ce que je fais, c'est sécuritaire pour moi? Si oui, c'est sécuritaire, il se permettra de faire plein de choses positives. Sinon, le cerveau, il se dit, ah, il y a une information sensorielle qui n'est pas sécuritaire pour moi, et ben finalement, il va venir créer des compensations. Et donc, concernant cet aspect-là de compensation, est-ce qu'une compensation est forcément négative ou est-ce que ça peut être perçu comme quelque chose de positif? Parce que tu sais, alors je vais prendre mon cas personnel, euh, avant de se rendre compte que tu compenses sur tel ou tel mouvement ou telle pratique, c'est pas hyper instinctif tout de suite. Il faut Mm. déjà un peu de feeling, de se connaître, réussir à avoir cette perception de son corps. Euh, Est-ce que forcément une adaptation, c'est négatif? Ça, Je tu veux pense, répondre? je pense que l'adaptation ou la compensation est une réponse aiguë à une situation T. Ce que je veux dire par là, je vais citer Thibaudot. Je ne sais plus d'où je l'avais entendu, mais j'aime bien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Mais en fait, il disait que les compensations, ton corps, il t'aime, il te déteste. Il t'aime parce qu'il va trouver des stratégies pour répondre à une problématique. Par exemple, faire ton squat. La compensation, ça peut être un chiffre de bassin parce que ce que je souhaite faire, c'est faire un squat. Le chiffre de bassin va me permettre de faire le squat, donc la tâche que je demande. Par contre, il t'aime, il te déteste. Il t'aime parce qu'il va pouvoir faire ce chiffre pour pouvoir quand même réaliser la tâche. Par contre, il te déteste parce que ces adaptations et ces compensateurs-là auront un coût à moyen long terme. Donc, est-ce que tes compensations sont bonnes ou mauvaises? Je te dirais, ça dépend de la période de temps. À court terme, bah, ça peut être utile. À long terme, généralement, tu auras une dégradation au niveau des tissus, etc., ou des compensations qui auront un coût au niveau articulaire, musculaire, etc., etc. Donc, je te dirais, ça dépend. Ça dépend de la période de temps à laquelle tu regardes. Ok. Et donc, on part du postulat alors que on a des mouvements types et ouais, une manière de bouger qui devrait être optimale. En fin de compte, je vais te donner l'exemple parce qu'on utilise beaucoup le shift de squat. Donc, ce shift de squat, c'est vraiment, normalement, quand je fais un squat, je dois descendre de manière symétrique entre la jambe gauche et la jambe droite. Le shift, c'est vraiment, je vais me déporter sur un côté et ça va créer une compensation. Pourquoi je le fais? Bah, peut-être parce que j'ai une problématique au niveau du pied, peut-être au niveau de la hanche, peut-être au niveau du genou, peu importe. Le corps a créé sa compensation. Et tu vois, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un entraîneur et l'entraîneur, donc, il me dit, moi, un de mes gros problèmes, c'est que j'ai un shift en squat. Ok, bah super. Bah tiens, on fait un bilan et on va venir tester ton shift de squat. Et après, on va venir essayer d'améliorer des informations sensorielles qui sont à la base du mouvement et on verra comment ça réagit. Et en fin de compte, en fonction des informations sensorielles qu'on ramenait, on améliorait le shift en squat. Tu vois. Donc, par exemple, on venait corriger quelque chose au niveau des yeux, on améliorait le shift en squat. On venait corriger des problématiques au niveau proprioceptif, on améliorait le shift en squat. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit bien que si le cerveau il ne reçoit pas les bonnes informations, il va créer des compensations, mais parce que tout simplement, il ne sait pas faire autrement. Tu Mhm. vois. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'on a une vision des fois qui est très sectorisée, tu sais, en Occident, où le squat, c'est une chose, la course à pied, c'est une autre chose, le mental, c'est autre chose, la cognition, c'est encore autre chose. Mais pour de vrai, le cerveau, il ne réagit que par des réseaux. Donc, Mhm. quand tu actives quelque chose, c'est un ensemble de connexions qui se font dans le cerveau. Donc, quand tu vas agir ben, sur les yeux de la personne, à la fois, tu vas agir peut-être sur son squat, mais peut-être que tu vas aussi agir ben, sur son rythme cardiaque, sur son tonus musculaire global. Et en fait, c'est ce qui se passe. Parce qu'on teste, nous, un squat, mais on pourrait très bien tester tout simplement le rythme cardiaque. On pourrait venir tester un aspect cognitif. Moi, c'est ce que je fais avec les enfants. Les enfants, je les teste au niveau moteur, mais aussi au niveau cognitif. Donc, je peux très bien leur demander un test académique, simple. Tu sais, ça peut être, je sais pas, une lecture de mots en 1 minute, comme Mhm. ça peut très bien être de l'écriture
écris-moi une phrase, et puis après, je vais tester avant-après, ou comme je pourrais très bien tester aussi leur mouvement, en passant notamment par les réflexes archaïques. D'accord. Belle passe décisive sur le réflexe archaïque. Euh, non, mais avant d'arriver sur les réflexes archaïques, j'aurais aimé, maintenant que je perçois mieux les différents champs des possibles avec la méthode, hum, vous parliez tout à l'heure de récepteurs sensoriels. Combien il y en a et c'est lesquels? Parce que je comprends bien l'idée que euh, par quel capteur notre cerveau va interpréter les différentes informations qui lui sont transmises. Je suppose que les yeux sont un des capteurs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le toucher? Euh, ouais, il y a plusieurs récepteurs. Potentiellement, dis-toi, il y a tout. Dans le sens, à partir du moment où tu collectes de l'information, aussi bien de l'environnement externe ou interne, il y aura des récepteurs qui sont là pour capter. Parce que là, effectivement, tu parles des yeux, tu parles de la peau, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est les processus internes. Ça, il faut tout le temps le voir, comme disait Adrien, il faut le voir de manière globale, il ne faut pas segmenter. Maintenant, si on prend les capteurs principaux, effectivement, on va parler des yeux, étant donné que les yeux vont nous permettre de voir ce qui se passe dans l'environnement. Forcément, le toucher, donc on parlera de somesthésie, mais de manière générale, certaines personnes vont parler de la peau, donc en lien avec les récepteurs tactiles, en fonction du chaud, de quelque chose qui est piquant, etc. On aura également la proprioception. Proprioception, ça peut être par exemple les muscles. Par exemple, je fais un étirement, c'est une information proprioceptive. Je fais une contraction, mon biceps par exemple ici, c'est une autre information proprioceptive que l'étirement. Pour revenir sur les yeux, par exemple, pour donner des exemples qui soient parlants chez les personnes, voir juste ce qui se passe dans l'environnement, c'est une information. Demander à mes yeux de faire ça, c'est une autre information, une poursuite. Je vais demander à mes yeux de passer d'une cible à l'autre, c'est une autre information. Donc ça, c'est pour le capteur oculaire. Donc on a vu la proprioception, la somesthésie. Il y a également un grand oublié, généralement, dans le monde classique, on va dire, des différents sens, c'est le système vestibulaire, qui est l'oreille interne, qui est la capacité de s'équilibrer. Il y aura également ce qu'on peut mettre, on peut également mettre le fascia, on peut mettre les os, on peut mettre simplement l'odorat. Simplement, est-ce que tu as la même capacité olfactive entre la narine gauche et la narine droite, qui emmène aussi au goût. Il y a côté gauche, côté droite. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant la période de Covid, qui était il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont eu une perte d'odorat et de goût, qui emmène donc à des sens un petit peu moins développés. Et comme on l'a vu, comme disait Adrien, les perceptions vont alimenter le moteur, c'est-à-dire que tes perceptions sensorielles seront un petit peu différentes, qui aura souvent des répercussions au niveau moteur. Moteur, niveau physique, mais également cognition. Ah, j'ai du mal à mémoriser des choses. Ah, c'est Mhm. intéressant. Quand tu as perdu un petit peu Mm. l'odorat. Ah, j'ai un petit peu du mal à gérer mon stress. Ah, c'est intéressant. Ben, toutes les personnes qui ont perdu un petit peu le goût et l'odorat ont eu des répercussions au niveau physique. J'ai plus de douleur. Généralement, ce n'est pas une vérité absolue. Des problèmes dans gérer le stress, problèmes de mémoire, pour faire un petit peu le sens. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe en interne. Il y a tous les barorécepteurs qui vont permettre tout ce qui est la pression intra-abdominale. Il y a également les viscères qui vont donner des informations. On parle beaucoup de nerfs vagues aussi également dans la Mhm. santé. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière générale, tout notre corps est un énorme récepteur qui prend des informations aussi bien de l'extérieur et aussi bien en interne. Et que potentiellement, toute autre information va avoir une répercussion directement sur le mouvement ou l'output de manière générale. Exemple très simple pour parler des choses internes. Demain, tu vas manger une triple raclette, c'est sûr que la manière dont tu vas te sentir, aussi bien pour pouvoir faire une activité physique que pour pouvoir gérer tes émotions, etc., ça va être pas être le même deal en fait. Donc, tout ce qui se passe de manière générale, parce qu'on est un grand récepteur finalement. Et puis les différentes informations, tu sais, elles vont avoir un lien entre elles. Il y a encore une étude là, qui est sortie hier ou avant-hier sur les neurosciences qui montrait l'importance du développement de l'olfaction, donc tout ce qui est odorat, pour améliorer la perception du toucher, le tactile chez l'enfant. Et il disait, bah, plus on va stimuler l'odorat chez le jeune enfant quand il naît, et meilleure sera du coup, sa proprioception, tu vois, Mhm. le tactile, etc. Donc voilà, donc c'est important. Il n'y a pas de lien. Tout a un lien, tu Ouais, vois, et tout va être connecté et tout va aider à développer le reste. c'est ça que j'aime beaucoup dans ce que vous êtes en train de raconter là, c'est cette interopérabilité entre les différents récepteurs, que ce soit les yeux, le toucher, l'odorat et tout ce qui joue à l'intérieur. Je suppose que toute la partie digestive a aussi beaucoup d'impact sur comment on bouge, mais également comment on pense.
Euh, et je trouve ça très puissant et je pense qu'on ne prend pas suffisamment en considération dans notre santé de manière générale ces éléments-ci pour optimiser Mm. notre santé. Voilà, comment, qu'est-ce que je regarde, comment je le regarde. Est-ce que aujourd'hui, moi j'ai tendance, je sais, typiquement à avoir la narine droite qui est souvent bouchée. Euh, alors, je sais pas si c'est lié, mais je sais que je me suis cassé le nez, donc j'ai une déviation de la cloison. Donc, quel impact ça va avoir sur ma motricité, typiquement? C'est des questions que, déjà, personnellement, je me suis jamais posées. Et donc, Mm. c'est vraiment d'autres champs de réflexion qui sont hyper intéressants, je trouve. Prends l'exemple de la vision. Tu vois, la vue, tu en as besoin dans la vie de tous les jours. Sinon, bah, tu te tapes contre un meuble, etc. Mais imagine si ta vision n'est pas bien développée parce que bah, tu sais, tu as peut-être un œil qui va un peu loucher quand tu es fatigué ou qui n'est pas bien travaillé parce que bah, il y a quand même 6 muscles oculomoteurs dans les yeux. Et le truc, c'est que bah, si tu as des yeux qui sont pas en capacité de bien fonctionner, là, quand tu mets ta main au niveau des cervicales et que tu bouges les yeux, tu sens là, les muscles bouger. Donc déjà, tu as un lien là entre les yeux et les cervicales. Donc imagine, tu as un problème aux yeux, potentiellement, bah, tu peux avoir un problème au niveau des cervicales. Mais si tu as une grosse tension, ça peut aussi entraîner des vrilles de la posture, tu sais, après, bah, des épaules qui vont peut-être être Vraiment. plus basses, peut-être plus enroulées, etc. Mais si tu n'as pas une bonne vision, quand tu vas faire un shoot au basket, tu vas peut-être tirer aussi à côté. Quand tu vas, si tu fais du tir sportif, peut-être que tu vas rater un petit peu ta cible parce que tu n'as pas une bonne vision. Mais si tu n'as pas une bonne vision et qu'elle fonctionne pas bien avec ton système vestibulaire, quand tu vas monter dans une voiture ou dans un train, tu vas peut-être avoir un trouble une maladie des transports, tu vois. Tu vas avoir des nausées parce que ton système visuel ne peut pas gérer l'information comme elle l'est en réalité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important et que ça joue sur plusieurs choses. OK. Euh, Maintenant qu'on a compris tout ce qui était, tout ce qui s'entremêle et les éventuelles corrections ou adaptations que ça peut provoquer, dans un sens positif comme dans un sens négatif, comment vous arrivez à déterminer qu'il faut faire tel ou tel type d'exercice pour pouvoir améliorer tel ou tel type de résultat? Vous faites des recherches, vous prenez un mec et vous faites faire plein de trucs et vous notez, comment vous procédez? Il y a plusieurs possibilités. L'objectif à travers la programmation neuroposturale, c'est certes d'améliorer le mouvement, mais l'objectif in fine, ça reste de calibrer le système nerveux, de sorte à ce qu'il soit au maximum de ses capacités. Et qui d'autre, mieux que le cerveau, sait ce dont il a besoin. Donc, le meilleur moyen pour donner la bonne chose à la personne, c'est de faire des tests-retests. Exemple très simple, je prends l'exemple, j'avais encore une personne avant en suivi, elle a des tensions au niveau de l'épaule. Je dis, ah ok, montre-moi qu'est-ce qui te fait des tensions au niveau de l'épaule. Ah, à chaque fois que je lève le bras ici, ça commence à me faire des tensions. Ok, ben ça, je vais utiliser comme test la flexion d'épaule pour pouvoir voir un petit peu comment ton système nerveux il agit. Et par exemple, je vais lui donner une information visuelle, par exemple une convergence très simple, hein, où je demande de faire les œufs qui travaillent ensemble, et ensuite je vais retester. Si c'est mieux, bah, du coup, la problématique, elle vient au niveau de l'épaule ou c'était une immaturité ou le cerveau qui met un frein à main pour dire ne fais pas trop ça parce que les compensations, ça peut être pire si tu y vas. Donc, du coup, je redonne des informations à ton cerveau pour pouvoir voir. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le cerveau, il sait mieux que tout le monde ce dont il a besoin. Et là où nous, on aime bien dire labo n'est pas une méthode, mais des principes, dans le sens où il n'y a pas un canevas en disant tu fais cet exercice, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, et ensuite tu seras très bien. Non, ça n'existe pas. Parce que je vais te donner un exercice, par exemple la convergence que j'ai utilisée là, je vais le donner pour moi, je vais le donner à Adrien, je vais le donner à toi. On va tous les trois réagir de manière différente, ou pas. On ne sait pas. Mais peut-être que chez toi, je vais te donner une convergence, là tu vas régresser, tu auras un petit peu plus de tension. Ok, ben, je ne vais pas te le donner. Pas tout de suite, en tout cas, pas comme ça. Chez Adrien, ça change rien. Bah, du coup, je ne vais pas lui donner s'il n'en a pas besoin. C'est-à-dire que, tu sais, le vieil adage qui dit tu vas donner de l'eau à quelqu'un dans le désert, il va dire ouais, trop bien. Par contre, une personne qui est en abondance au niveau de l'eau, il dit ouais, je n'ai pas trop besoin maintenant. Bah, en fait, donne ce dont il a besoin maintenant. Et ça ne sert Hmm. à rien de donner tous les exercices s'il n'en a pas besoin. Vois ce dont la personne elle a besoin. Qui, mieux que son cerveau, sait dont il a besoin? On fait un test-retest pour voir rapidement, en un claquement de doigts, voir ce dont il a besoin ou ce dont il n'a pas besoin à l'instant T. Ok, donc vous avez une Et batterie de l'exemple tests.
Ouais, C'est ça. on propose aussi une batterie de test, mais en fait, compte, ça va être tellement dépendant de la profession de la personne. On forme des coachs, des préparateurs physiques en club, qui soient en individuel ou en groupe. On forme des kinésithérapeutes, des ostéos, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des médecins. Et finalement, ben, tout le monde va utiliser ça différemment. Nous, c'est vrai qu'on donne un bilan type, tu vois, d'une dizaine de minutes qui te permet de tout checker. Mais en fin de compte, tu sais, le thérapeute, le kiné, il va pas forcément se servir de la batterie de test. Lui, il va se servir de ses tests de kiné et avoir une lecture de compréhension parce qu'il a compris. En fait, quand je teste telle compétence au niveau de l'œil, pourquoi je le teste, à quoi ça va servir et comment ça fonctionne dans le corps humain. À partir du moment où tu as compris ça, ben voilà, tu l'inclus dans ton système en faisant ce que tu as l'habitude de faire. Donc le kiné il va faire ses exercices, il va se dire, ah punaise, tiens là ça coince, c'est peut-être dû à l'œil, peut-être à une saccade oculaire, mais tiens, je vais tester la saccade oculaire, ok, elle fonctionne pas, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir entraîner là, pour que ça améliore? Ok. J'aimerais juste préciser une chose par rapport à ça. Souvent sur les réseaux sociaux, les personnes qui font la neuro voient ça comme ouah, c'est magique, etc. C'est pas magique, c'est qu'il y a beaucoup de fondements qui sont derrière, mais surtout, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ce que les professionnels font déjà. Le kiné, il reste kiné. Il utilise les principes de fonctionnement du système nerveux dans la kiné pour avoir plus de résultats. L'ostéo, il reste ostéo. Il utilise les principes RNP pour être meilleur ostéo. Le coach pour être meilleur coach, le préparateur physique pour être meilleur préparateur, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui vient s'ajouter. C'est pas le truc magique en disant je fais la neuro, je suis le meilleur du monde. Non, c'est pas ça. C'est continue ce que tu fais et ajoute ces billes supplémentaires de compréhension pour avoir plus de résultats. Donc, on ne pourrait pas penser à un métier purement lié à la méthode. Ça Comme peut, c'est ce que je fais. Ça si. peut, c'est ce que je fais. Mais je combine ça avec une lentille autour du mouvement. C'est-à-dire que les personnes qui viennent voir, c'est des sportifs qui cherchent à passer à un niveau supérieur suite à des restrictions. Par contre, maintenant, je suis préparateur physique. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, je viens te voir parce que j'arrive pas à me concentrer, par exemple. Je viens te voir parce que j'ai tout le temps des douleurs. Non, les douleurs, c'est pas moi. C'est elle qui va voir un kiné, va voir un médecin, ils vont faire leur travail. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as tes prérogatives aussi de par ta profession, en fait, qui Hmm. t'emmène à travailler plus sur ça ou plus sur ça. Donc toi, tu te situerais où Moi, je suis dans. préparateur physique. Préparateur physique, je suis là pour optimiser le mouvement, la posture. Ok, ok. Donc pas si on a une blessure, on s'entend bien, on passe d'abord par l'étape médecin kiné et ensuite éventuellement dans une histoire de réhab ou de réathlétisation, on peut venir te voir. On peut le faire en conjoint, dans le sens où bah, on a une discussion avec l'ensemble d'un staff, etc. Mais une blessure, on va dire, c'est, oui, dans le processus de réathlétisation, mais il y a la rééducation. La rééducation, c'est pas le coach sportif. Ouais, d'accord. Ouais, souvent, c'est, nous, on est d'accord, mais il y a des fois des personnes qui ont du mal à vouloir tout, ils veulent tout faire. Mais bon, bref, Ah, on oui, non, mais Mais s'éclate. là, le kiné qui est formé, lui, oui, il s'inscrit dans ce processus thérapeutique. Donc voilà. Exact. ouais, clairement. On note juste que chacun est à sa place, etc. Et après, en fonction aussi de la clientèle qu'on a, on va avoir des demandes qui sont différentes. Où Seb, lui, travaille avec des sportifs. Moi, je travaille plus trop avec des sportifs, c'est plutôt des enfants. Mais les premiers axes pour lesquels on m'emmène les enfants, c'est problème de motricité. Donc voilà, on va travailler sur les problèmes de motricité parce qu'on peut faire un lien, comme on disait tout à l'heure, perception-action. L'action négative de mon enfant, c'est il n'a pas d'équilibre, il n'a pas de coordination, il tombe souvent. Et en plus de ça, ben, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés scolaires. Non, mais moi, je travaille pas sur les difficultés scolaires. Tu vois, moi, je suis pas éducateur spé, je suis pas enseignant. Moi, je travaille sur la motricité. Et si par chance, ben, ça peut amener des améliorations sur l'ensemble des choses, parce que quand je régule un petit peu son tonus musculaire, qu'on travaille sur l'équilibre, ben, je sais que ça va agir en même temps. Ben, tu sais, un enfant qui va travailler, tu vas travailler avec lui sur l'équilibre, peut-être qu'il va moins bouger en classe. S'il bouge Hmm. moins en classe parce qu'il n'est pas à l'aise avec son équilibre, peut-être qu'il écrira mieux. Peut-être qu'il sera beaucoup plus concentré parce qu'il aura moins de choses à penser, tu vois. Parce que voilà, mon équilibre, il est correct. Ok, ben, c'est bon, je peux me concentrer sur le reste. Donc en fait, c'est des effets boule de neige. L'effet papillon, quoi. C'est ça. Ok, excellent. Euh, Donc là, pour le coup, ça me permet de rebondir, même si on s'est un peu écarté du sujet, mais je suppose, à la base de la méthode, les réflexes archaïques, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Euh, si on a un de vous deux qui veut se lancer sur une définition et quelque chose d'accessible.
Ok. Tout simplement, on va faire simple. Tout simplement, vous savez, les enfants, quand ils naissent, on leur donne le doigt, ils vous saisissent la main et ils la grippent fermement, tu vois. On dit, ouais, t'as vu, mon enfant, il est fort, il agrippe mon doigt, c'est qu'il m'aime, etc. En fait, non, c'est un réflexe archaïque qu'on a hérité il y a 300 000 ans quand l'être humain, il est sorti et que l'être humain, il avait besoin de s'agripper à sa maman pour survivre, pour pouvoir être transporté, etc. Comme le bébé, un des premiers trucs que il va faire, tu le mets sur le ventre de la maman, il va chercher à aller téter. Tu vois, parce que c'est des réflexes de survie. Le corps humain, il pense, le cerveau, on se rappelle, il pense à une seule chose en priorité, c'est ma sécurité, ma survie. Et donc, ces réflexes archaïques, ils te permettent de gérer ta survie dans un premier temps. Et si tu n'avais pas de réflexe archaïque qui se développe déjà dans le ventre de la maman, l'enfant ne pourrait même pas accoucher par voie basse. Parce qu'il utilise les réflexes archaïques pour sortir. Il utilise les réflexes archaïques pour se développer dans le ventre de la maman. Et en fin de compte, il va continuer à les développer, surtout les 3 premières années de vie, où ces réflexes, ils vont s'inhiber, tu sais, s'intégrer pour permettre de bien marcher, de bien parler, de bien entendre, de bien voir, et après de bien réfléchir et d'agir comme il faut au niveau émotionnel. Donc ça, c'est réflexe archaïque. Malheureusement, il y a plusieurs circonstances qui font que ces réflexes ne peuvent ne pas s'intégrer complètement et convenablement. Et du coup, on va retrouver des difficultés motrices, des difficultés cognitives, des difficultés émotionnelles. Ok. Après, l'œuf ou la poule, on ne sait jamais vraiment d'où ça vient. Moi, ce que je constate, c'est après, bon, quand les gens viennent avec des difficultés, avec leurs enfants qui ont des problématiques, on teste les réflexes archaïques, ils sont présents, on va travailler avec, et on va voir comment ça agit au niveau de la motricité. Ok. Ça, c'est le côté simple. Et un petit bout du côté compliqué, ce serait quoi? Un petit goût du côté compliqué, tu sais, l'être humain, déjà, quand il va se développer, donc l'enfant, tu sais, il saisit la main fermement du papa. Et après, il va commencer à la frotter. Et ces actions-là, en fait, si tu veux, c'est des informations, c'est des réflexes. Donc c'est spontané, finalement. C'est quoi que tu fasses, c'est comme ça que ça va se passer avec tous les êtres humains. Parce qu'on est conditionné depuis 300 000 ans comme ça. Tu vois, c'est pas notre façon de vivre ces dernières années qui va le modifier. Pendant 300 000 ans, on a fonctionné de cette manière-là. Et à chaque fois que tu vas amener une stimulation, ça va amener une stimulation au niveau de ma colonne vertébrale, ça va remonter dans mon cerveau, dans les zones sensorielles et proprioceptives, qui vont dire, ah tiens, je peux commencer à développer mon cerveau. Et plus le cerveau va se développer, plus l'enfant, il va rigidifier sa tête, rigidifier son tronc, commencer à se retourner, à ramper, marcher à quatre pattes et se redresser, etc. Et le réflexe archaïque, en fait, c'est juste euh, un patron moteur, un patron de mouvement. Tu sais, je déclenche une réaction, ça amène tel mouvement. C'est pour ça, il y en a quand même environ 75 des réflexes archaïques. Je mets la main au niveau ici de l'enfant, hop, il va fermer sa main fermement. Ça amène une réaction immédiate. Mais à la base du réflexe archaïque, c'est une stimulation sensorielle. Je viens toucher la peau, c'est un contact somesthésique proprioceptif, comme tout à l'heure Sébastien les décrivait. Je viens, mon enfant, il commence à bouger la tête et hop, il tend son bras sur le côté. C'est le système vestibulaire qui indique à l'enfant qu'il est en train de tourner sa tête et hop, il va automatiquement tendre son bras. Ce sont des réactions qu'on voit chez tous les enfants en bas âge. Et donc, ces stimulations sensorielles, au fur et à mesure de se répéter, elles vont s'intégrer, elles vont permettre un contrôle du mouvement. Ce qui fait que quand tu es adulte, normalement, quand tu tends ton bras, enfin, quand tu tournes ta tête sur le côté, tu vas plus tendre ton bras comme ça. Tu vois. Et si tu le fais, c'est que peut-être tu as un problème au niveau de ta motricité. Ok. Et dans quelles circonstances c'est handicapant? Je sais pas Là, par si. exemple, ce réflexe que je viens de te citer, où je tourne la tête et je tends mon bras, c'est ce qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Ce réflexe, il est appelé aussi le réflexe des apprentissages. Systématiquement, on va remarquer que quand on a un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental quelconque, que ce soit des problèmes tu sais, dyslexie, dyspraxie, etc., ou une problématique trouble déficit d'attention avec hyperactivité ou un trouble du spectre autistique, on va voir ce réflexe archaïque qui est présent. Et on le voit aussi chez les enfants qui ont des gros problèmes de coordination. Tu sais, les enfants qui arrivent pas à faire des mouvements coordonnés, ou des enfants qui ont des grosses problématiques d'équilibre, ou encore des enfants qui ont des problèmes d'écriture. Enfin bref, quand on va voir ces problématiques, on va voir ce réflexe tonique asymétrique du cou qui est présent chez eux. Alors pourquoi il ne s'est pas intégré? C'est une bonne question. Ça, on ne peut pas forcément le savoir à 100%. Ça peut être, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de stimulation vestibulaire pendant la grossesse et les premiers mois de l'enfant. Peut-être parce que les parents, ils avaient aussi
des problématiques et qui fait que ce réflexe était chez les parents et donc on le retrouve chez l'enfant. Peut-être que l'enfant, je sais pas moi, au cours de sa vie, bah, il s'est fortement blessé et ça a réveillé un peu ce réflexe-là qui est revenu en guise de protection. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Et moi, ce que je vois en tout cas, c'est s'il est présent, bah, je vais aider l'enfant à retravailler en restimulant tout simplement les récepteurs sensoriels qui sont à la base de ce mouvement-là pour lui permettre bah, de réintégrer ce réflexe. Ouais, ça. Ouais. Je vais faire un mensonge utile par rapport à l'implication que ça peut avoir à tous les jours. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la distinction entre un bébé, un nourrisson vraiment qui vient de naître, versus un adulte. La grande différence avec les deux, c'est le bébé, tout est involontaire. Tu le touches, il ferme, etc. Il bouge, il a le ventre seul, blablabla. Tout est involontaire. Ça veut dire qu'il n'en a pas conscience. Ça veut dire que tout est orienté autour de la survie, comme disait Adrien. À l'inverse, un adulte, il doit pouvoir être dans un contexte de sécurité. C'est-à-dire que si je touche avec ma main, par exemple, mon stylo, il ne devrait pas se fermer. C'est un stylo. Il n'y a pas de menace. Je suis en sécurité. Donc, j'ai le contrôle de ce que je peux faire. Et le problème, c'est que si tout est menaçant pour moi, je vais me mettre en mode survie. Ce qui va se passer, je vais avoir une augmentation du tonus. D'où mon mensonge utile. C'est-à-dire que je serai un petit peu tout le temps comme ça. Et c'est juste de faire toutes tes tâches à travers une journée en essayant de contracter au maximum. Essaie de prendre ton stylo en le contractant. C'est pas efficace, ça demande beaucoup d'énergie, Mm. c'est pas précis, c'est pas coordonné. Et en plus de ça, à la fin de la journée, je suis fatigué parce que je suis comme ça toute la journée. Donc les personnes, tu lui demandes d'être comme ça toute la journée. Tu lui demandes d'écrire, bonne chance. Tu lui demandes en même temps d'être concentré sur une leçon, bonne chance. Tu lui demandes de bouger de manière précise en étant comme ça sur 24 heures. Ouais, on enlève 8 heures de sommeil. Ça commence à faire beaucoup. Et du coup, par rapport aux répercussions dans la vie de tous les jours, bah, en fait, euh, c'est juste pas logique, en fait. C'est Mm. juste pas logique tout le temps comme ça. C'est pas logique de toujours être en contraction maximale. L'objectif, cherche à relaxer. Donc, les personnes qui sont tout le temps un petit peu stressées, tout le temps un petit peu tendues, et c'est ça où on fait après le parallèle avec les réflexes archaïques. Adrien disait l'exemple du RTAC. Ben, ça, là, le RTAC, c'est sur tout ce côté. Enfin, sans chaîne croisée, mais on va dire pour le trapèze. Ben, le trapèze droit toujours tendu. Parce que j'ai cette contraction tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai par exemple un réflexe palmaire, une stimulation au niveau de la main. Ben, j'ai tout le temps ma main comme ça. Forcément, j'ai les avant-bras et les coudes qui se tendent un petit peu. C'est pas très agréable. Mm. Et après, on fait le point avec tous les réflexes. Ah, ben, j'ai par exemple un pied qui est un petit peu affaissé. Ah, ben, peut-être j'ai pas un réflexe au niveau Babinski qui est bien développé. Et c'est tous ces parallèles qu'on essaye de mettre en place parce que faire ça tout le temps, 18 heures sur 24, même 24 parce que la nuit, tu es quand même un petit peu contracté, ben, c'est pas efficace, c'est pas efficient, c'est pas fait pour être comme ça, en fait, tout simplement. Ok, ok. C'est un mensonge utile parce que c'est un petit peu plus complexe, mais ça permet d'imaginer un Non, petit peu. C'est pas normal. Et c'est comme c'est pas normal de même être au repos, de sentir un petit peu plus ta jambe droite que la jambe gauche. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un peu plus de tension ici que là, etc., Mm. etc. Et on se rend pas compte, mais beaucoup de gens, la nuit, bah, mettent des tensions comme ça. Et c'est souvent des gens, tu sais, qui vont avoir des grosses tensions à la mâchoire la nuit. Ils vont contracter. Ils peuvent pas trop contracter le reste du corps, donc ils vont contracter Raison. la mâchoire. Et ils vont être serrés comme ça. Et après, au fur et à mesure, bah, je dis pas que ça va le faire forcément, mais ça peut créer bah, des tensions au niveau des cervicales, et puis même, tu sais, des problématiques au niveau des dents, parce que tu es en train de fermer tes dents, alors que normalement, tes dents devraient être en contact seulement une quinzaine de minutes par jour, c'est quand tu mâches. Le reste du temps, il ne devrait jamais y avoir de dents en contact. Donc voilà. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer pourquoi on serre des dents la nuit. Ça, c'est encore une autre chapitre. ok. Est-ce que pour quelqu'un qui voudrait optimiser sa santé de manière naturelle et qui entend notre échange là, il y aurait des tests, des choses qu'il peut tester lui-même pour voir un petit peu sur quelle base il part, où est-ce qu'il en est, et est-ce qu'il y a des choses à optimiser. Oui, il y aurait pas mal de petites choses. Bien évidemment, rien ne changera à un bilan et un suivi individualisé. Maintenant, je pense qu'on pourrait quand même donner un petit exercice de chaque système pour pouvoir quand même tester chez lui. Des choses très simples. On partira toujours du postulat que c'est une stimulation bonne pour elle. Par exemple, je disais, si tu as des restrictions au niveau de la mobilité, au niveau de l'épaule, tu fais l'épaule. Par contre, des tests très simples, on demande à la personne souvent d'essayer de toucher le sol avec jambes tendues
Et ensuite, tu vas faire une stimulation et voir si ça améliore ou pas. Et en fait, pour donner un exemple très simple, une première valence autour des muscles extraoculaires, donc du capteur visuel, d'une entrée sensorielle au niveau des yeux. Un exercice très simple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple juste une convergence, c'est-à-dire qu'on va essayer de partir à peu près à 30 centimètres, on va rapprocher sans que les yeux louchent. Donc là, je ferme les yeux et je reviens. Tu fais ça à peu près 10 fois, et ensuite tu viens retester ta souplesse. Si ça améliore, c'est quelque chose possiblement bien pour toi. Et si ça régresse, ça demandera d'autres stratégies d'entraînement, mais ne le fais pas tout de suite. Donc, exercice très simple, simplement, tu vas faire une convergence oculaire. Ça, c'est pour le système visuel. Un autre exercice très simple qu'on va pouvoir mettre en place, c'est simplement des stimulations au niveau vestibulaire. Si des personnes ont un passif, on va dire, de mal de transport, de vertige, etc., je vous conseille de le faire soit assis, soit avec les jambes assez écartées. Si vous êtes quand même pas mal à l'aise de manière générale dans votre équilibre, vous pouvez faire simplement avec les pieds joints. Rappel, on a des informations sensorielles à droite et d'autres à gauche. Simplement, ce qu'on va faire, selon votre niveau, le but n'est pas de tomber, n'est pas de perdre l'équilibre, c'est juste de faire une activation vestibulaire. Donc, simplement, on va faire des rotations de la tête à droite. Là, et on revient doucement. Là, on fait ça pareil entre 6 et 8 fois. On vient retester la souplesse et on fait la même chose à gauche. Parce que c'est possible des fois qu'à droite, c'est bien calibré, mais par contre, pas à gauche. Donc, on vient tester, on vient retester, on fait la même chose à gauche et on reteste notre souplesse. Donc, ça, c'est le deuxième grand GPS, on va dire. Un troisième qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple simplement au niveau de la proprioception. Dans les différents webinaires qu'on fait ou des fois sur les réseaux sociaux, ce qu'on aime bien faire, c'est au niveau du doigt parce que c'est très facile à mettre en place. C'est simplement un étirement. On demande à la personne, vas-y, fais un étirement au niveau du doigt. OK? Ensuite, tu viens retester. Ensuite, tu fais la même chose à gauche et tu reviens tester. Ce qui est très intéressant avec le doigt, si on réagit positivement à un étirement très simple comme ça, c'est que possiblement on peut faire des étirements. Chose qui est souvent dit dans le monde du fitness. Fais des étirements, etc., ça va te faire du bien. Bah, si tu réagis positivement à ça, bah, ok, bah, tous les soirs, j'ai une bêtise, bah, tu vas étirer par exemple tes ischios, tu vas Mhm. étirer ton mollet, tu vas étirer ton biceps, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui est très cool si ça marche pour toi. C'est quelque chose qui est facilement reproductible à tous les jours. Un petit peu le matin, tu te lèves, tu fais un petit peu d'étirement. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que si tu vois que tu réagis à l'étirement à droite, mais pas à gauche, bah fais juste des étirements à droite, parce que tu réagis positivement à droite. Et c'est pour ça ce qui nous a aussi amené dans ce modèle autour de la neuro, c'est comprendre qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Comme ici, l'étirement à droite, ça peut marcher. Peut-être que l'étirement à gauche, ça ne marche pas. Là, je vais vous donner trois axes Excellent. qui peuvent être bien. Et puis voilà. Ah, Adrien, je peux merci. suivre. Adrien? Non, c'est très bien. Je, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est des exercices sortis d'un contexte, hein, donc, parce que là, tu nous as demandé quelque chose, mais en vrai, tous les exercices pourraient ne pas marcher sur quelqu'un et très bien marcher sur quelqu'un d'autre. Et d'autres, ça serait un exercice qui marcherait, les deux autres pas. Enfin, voilà quoi. C'est tellement individu dépendant et contextualisable. Donc voilà, il faut faire du cas par cas. Ça, par contre, c'est vraiment une de nos doctrines, hein. On ne peut pas faire vraiment d'entraînement groupé. Si on veut améliorer quelque chose, il faut faire un suivi individualisé. C'est très important. Ah, ouais, ça, je l'avais bien compris. Et dans tous les cas, pour un accompagnement optimal, que ce soit en préparation physique, que ce soit en kinésithérapie, que ce soit voilà, avec un thérapeute, l'idée, c'est forcément, on a plus de facilité à aller plus loin, ne serait-ce que dans l'anamnèse, euh, en étant individuel, que si on est en collectif. C'est toujours un peu Mm. plus complexe Bien sûr. d'individualiser le travail. Euh, Il y a deux approches, hein. Il y a des approches, ce qu'on appelle top-down et bottom-up. En fait, top-down, c'est un petit peu, je regarde comment le cerveau il fonctionne et je vais essayer d'améliorer. C'est nous ce qu'on fait quand on fait un bilan. Et l'approche bottom-up, c'est l'approche du terrain. Peut-être tu es dans une salle, moi pendant des années, j'ai coaché dans des salles de sport, donc des cours collectifs en entraînement croisé. Et donc j'observais les gens. Et quand je voyais bah, qu'ils avaient des difficultés, par exemple sur un squat ou sur une presse, bah, là je les prenais, je leur disais, bah, tiens, pendant tes 3 minutes de pause entre deux séries de force, on va essayer tel ou tel exercice. Et on regardait ce que ça faisait, tu vois. Donc voilà. Donc on peut venir aussi travailler sur un groupe, mais on sera peut-être un peu moins précis et il va falloir vraiment il faut avoir une bonne lecture pour trouver le bon exercice tout de suite. Ça vient, mais avec la pratique. donc, typiquement, on ne peut pas vous demander le meilleur exercice de votre méthode pour améliorer son squat. Non, ça c'est impossible en fait. Il y a tellement de facteurs.
Sur Instagram 6, mais sur Instagram, si. Par contre, à la fin, on mettrait un nota bene. Testez pour vous et vous verrez. Ouais. Ok. Et pareil, d'un point de vue émotionnel, est-ce qu'il y a t'as des tests, des choses que plus spécifiques liées à l'émotionnel que sur la partie mouvement? En fait, si tu veux, ça va être une observation globale où déjà, dans un premier temps, tu passes du temps à discuter avec la personne, comment ça va, qu'est-ce que tu as, etc. Et moi, je pose la question du stress, je pose la question du sommeil, de la digestion, etc. Et tu vois déjà s'il y a des impacts là-dessus. Ensuite, pendant les tests, ben, on a plusieurs quand même tests au niveau, que ce soit neuro ou au niveau des réflexes archaïques. S'ils sont positifs, tu sais qu'il va y avoir une problématique émotionnelle. Et c'est une problématique à prendre en charge parce que je vais te dire un truc, c'est un des gros virages qu'on a pris avec la BONP. C'est depuis le Covid, parce que nous, ça fait des années qu'on fait des bilans, etc. Mais depuis le Covid, on voit quand même avec plus de 95% des gens qui viennent nous voir avec des réflexes archaïques émotionnels qui sont présents, qui sont actifs. Donc il y a du stress. Et il faut se dire une chose, hein, c'est que les gens qui ont du stress chronique ou de l'anxiété, ce sont les derniers à le savoir. Tu vois, pour eux, c'est une norme, en fin de compte. Oui, le stress a un gros impact sur la motricité. Ok. Et Bon, là bah encore, on pourrait déjà, faire une heure de débat dessus. ah ouais, ça, c'est Tellement il y a de choses à dire. une certitude. Mais déjà, là, avec ce que vous nous avez envoyé, ça nous donne quand même pas mal de grains à moudre et de réflexion, de pistes de réflexion à avoir pour optimiser sa santé. Euh, J'avais proposé une question qui était euh, comment la méthode permet de mieux se connaître, mais à travers différents tests comme on vient de voir là, peut-être que ça peut déjà donner des pistes. Ouais. Et tu peux l'objectiver. Tu vois, par exemple, Romain travaille beaucoup avec ça. Donc, enfin, moi, du coup, pour mes entraînements plus perso aussi, parce que je fais plus trop de sport, j'en fais pour moi, mais je n'encadre plus des sportifs. On utilise beaucoup des capteurs de vitesse, tu sais, comme le Vitruve, etc. Et en fin de compte, tu peux très bien objectiver en faisant un exercice neuro, tu sais qui va être bon pour toi. Tu vas soulever ta barre, tu vas prendre ton Vitruve, je prends l'exemple du Vitruve parce que c'est celui que j'ai en VBT. Tu vas faire ta stimulation, tu vas reprendre ton Vitruve et tu vas voir tout de suite des améliorations, oui ou non. Tu vois. Donc tu vas pouvoir le quantifier. Donc nous, on a plusieurs manières de collecter de la data. On fait des tests un petit peu de mouvement comme Seb vous le montrait avec les flexions de hanche où j'essaie de toucher mes dos au sol. On peut très bien faire des tests d'équilibre, comme on peut très bien faire des tests aussi avec des plateformes de force ou des capteurs de vitesse. Voilà. Ça m'amène à une réflexion, alors je vais peut-être paraître un peu lourd, mais euh, comment tu as la certitude que c'est grâce à l'exercice que tu proposes qu'il y a l'amélioration recherchée? Bonne question, parce qu'en fait, compte, on nous le demande tout le temps. Moi, je vais te prendre tout simplement les exemples qu'on donne tout le temps aux gens dès qu'on fait des webinaires, des exercices comme Seb a proposé tout à l'heure. C'est, bah, tu sais, tu vas faire un exercice, ça va t'améliorer. 2 secondes plus tard, tu fais un autre exercice et ça t'a dégradé ton mouvement. Pourtant, il devrait y avoir un effet d'échauffement, tu vois, Ouais. mais pas du tout. C'est tout simplement le système nerveux. La première question que le cerveau se pose, c'est est-ce que je suis en sécurité, oui ou non? S'il se dit oui, il va débloquer le mouvement. S'il se dit non, ben, il va venir te le bloquer parce que pour lui, c'est pas safe de le faire. Tu vois, c'est pas en sécurité. Oui. Donc voilà. Et ça, on le voit. Hier encore, j'ai eu un jeune enfant, un jeune enfant, il a 17 ans, donc plus si jeune que ça. euh, 17 ans, qui est venu avec plein de problématiques de motricité et des diagnostics assez nombreux qui ont été posés par des psy, des neuropédiatres, etc. Et, euh, et donc l'enfant, on teste, on voit qu'il y a des améliorations motrices et cognitives immédiates, on fait d'autres exercices juste après et boum, ça redégrade tout, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas qu'il y a d'effet d'entraînabilité, c'est juste qu'il y a un effet sur le système nerveux à l'instant T. Par Ok. contre, on fera toujours repartir la personne en lui rapportant les bonnes stimulations, histoire que son système nerveux, bah, tu sais, tu repartes pas avec ce sentiment de punaise, en fait, je suis une grosse merde. Non, on essaie d'optimiser. Nous, c'est notre objectif. Et après, il va falloir le travailler un peu tous les jours. Tu as vu, c'est des exercices, si tu as déjà vu un petit peu les exercices sur Instagram, des exercices qui durent 20-30 secondes. Tu trouves tes 3-4 exercices qui fonctionnent pour toi. Tu en as pour 2 minutes chaque jour à les faire. Et voilà, dès que ça aura amélioré notablement ton mouvement, ça voudra dire que ça sera intégré au niveau du système nerveux. Ok, c'est ce que j'allais demander. La question d'après, c'était c'est quoi l'échelle de temps qu'il faut pratiquer pour avoir le résultat, quoi.
Là, ça dépend. Il y a des gens, moi, je donne toujours les deux extrêmes parce que c'est assez parlant. Moi, j'ai une personne en 24 heures, ça a changé des trucs de fou au niveau des limitations, des amplitudes, etc. Comme tu as des gens, bah, des fois, tu travailles avec eux pendant 7, 8, 9, 10 mois et tu vas avoir des améliorations, mais qui seront très, 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 très lentes. Donc, voilà. Et ça va dépendre des gens, mais de leur passif, du contexte. Ok, ok. Tout est, euh, tout est malléable selon vous. C'est-à-dire que on n'a jamais il n'y a pas de cas désespéré. C'est-à-dire, parce que tu sais, il y a des personnes qui viennent te voir ou même sans venir te voir, tu as dû sûrement entendre ça. C'est ouais, moi je commence même pas parce que je sais que c'est mort, quoi. J'y arriverai pas. Alors oui, si déjà on part sur ce postulat-là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Mais, mais est-ce que on peut se dire que la méthode, elle est applicable à tout le monde tout le temps? Écoute, tu sais, j'ai une dame là, en plus, elle est venue faire un témoignage sur un de nos quarts d'heure neuro. On fait un quart d'heure neuro, c'est un podcast de 15 minutes qu'on fait sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et il y avait une dame qui était venue sur une thématique que j'avais fait pendant 2 mois sur les traumas. Elle était venue témoigner parce qu'elle, elle a eu plein de problématiques. Pendant plus de 10 ans, victime de violences conjugales, donc elle se faisait frapper tous les jours, hein. Victime d'inceste dans l'enfance, victime d'un grave accident de la circulation il y a peu d'années en arrière. Et donc, c'est une dame qui vient me voir, qui a fait tout le chemin médical qu'il fallait, hein. Elle vient me voir un petit peu en me demandant, ben, moi, je veux améliorer ma motricité. Je peux pas marcher sans canne, je peux pas monter des escaliers, descendre des escaliers. Et le constat est, je l'ai encore vu samedi dernier, je la suis plus du tout, hein, mais je l'ai vue dans le cadre d'une conférence que je donnais là chez moi. Elle est venue me dire bonjour. Elle fait des squats avec des poids. Tu vois, elle est dans une salle de sport, elle est encadrée par un éducateur sportif qu'on connaît bien et qui fait pas du tout de neuro, hein. On a travaillé avec elle, moi j'ai travaillé avec elle pendant 1 an. Maintenant, elle fait des squats avec des poids. Elle va faire des randonnées, tu vois. Elle fait des trucs inimaginables, genre elle est allée à Paris, dans le métro, etc. Chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, parce que c'était impossible pour elle émotionnellement et physiquement, tu vois. Donc voilà. Après, c'est un cas. Est-ce que ça va marcher avec tout le monde pareil? Bah, ça va dépendre en fait du contexte. Mais une des premières choses que j'ai travaillé avec cette personne, c'était ah mais j'y arrive pas, ah mais je ne peux pas si. Elle venait chez moi avec, elle ouvrait son agenda, le premier truc, elle me disait alors tel jour il s'est passé ça, c'était pas bon. Tel jour il s'est passé ça, c'est pas bon. On a complètement modifié son schéma de fonctionnement. Je lui disais ah mais c'est super. Tu notes tout dans ton agenda. Bah, tu sais quoi, maintenant, on va noter tout ce qui est positif dans l'agenda. Et tout ce qui est négatif, je veux que tu le retravailles en positif. Donc, ça veut dire que quand tu as quelque chose de négatif qui est arrivé, je veux que tu apportes la solution que tu aurais pu mettre en place. C'est un travail, c'est un process sur 1 an, hein. C'est un gros travail, etc. Et cette dame, elle fera jamais de marathon. Enfin, je dis jamais, on sait jamais. Mais elle fera pas un marathon, tu vois. Elle a 60 ans, 50, 60 ans. Euh, elle va pas faire des trucs de fou. Elle, ce qu'elle demande, c'est juste aller mieux dans sa vie de tous les jours. Et c'est super positif. Et c'est ça qu'on veut. Il y aura quand même toujours des douleurs. Il y aura toujours les signes d'un trauma parce que son corps, il a été multi-traumatisé pendant des années, depuis presque sa naissance, tu vois. Donc voilà. Donc là, on Ok. apporte un mieux-être. Ah ouais, clairement, ouais, c'est hyper, hyper intéressant de pouvoir donner ce type d'exemple parce que je suis prêt à parier que ça va parler à pas mal de personnes. euh, qu'il existe effectivement votre approche et cette méthode pour pouvoir optimiser sa santé. En tout cas, moi, je pars toujours du postulat où c'est jamais fini. C'est peut-être la partie un peu compétiteur qui fait qui rentre en action, mais j'aime bien partir de ce principe-là où même si bah, des fois on peut se dire que c'est compliqué parce qu'on n'a pas eu de chance auparavant à travers notre vie ou nos antécédents, nous sommes responsables de notre santé maintenant. Ouais, Et, et ça, c'est en notre pouvoir et en notre devoir de au moins essayer les choses pour pouvoir optimiser et améliorer notre santé. ouais. Et dans le milieu du sport, c'est exactement la même chose. Euh, Tu sais, nous, on voit énormément de sportifs, beaucoup de sportifs qui sont anxieux parce qu'à chaque fois, ils vont dans certains types d'épreuves sportives, mais qui les emmènent toujours à l'échec. Je vais prendre l'exemple du CrossFit. Je ne veux pas taper sur CrossFit parce que CrossFit, à la base, c'est quelque chose qui est bien pensé, etc. Mais c'est ce qui en est devenu, qui est des fois un petit peu dommage. Les gens, ils y vont maintenant pour se massacrer. Mais le problème, c'est que bah, tu n'es jamais content de comment tu t'es massacré. Tu veux toujours aller plus loin et du coup, tu te massacres encore plus. Mais finalement,
tu n'es jamais en train de te sortir de positif de ça, parce que tu cherches à te massacrer. Alors que le corps humain, le cerveau, il est prédictif. Le cerveau, il a besoin d'amélioration constante pour s'améliorer. Si le cerveau, à chaque fois, tu lui montres bah, en fait que tu es une grosse merde, à la fin, ben, potentiellement, tu vas finir par être une grosse merde. C'est un peu vulgaire, désolé, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Le cerveau, on devrait lui dire, ouais, en fait, c'est possible, tu vas y arriver. Parce que si à chaque fois tu lui montres que c'est possible, ben, le cerveau, il est prédictif. Il va se dire, OK, je l'ai fait, c'était dur, mais j'y suis arrivé. La prochaine fois, ben, je vais y arriver aussi. Yes. Et, bon, après, on arrive sur d'autres thématiques, mais on parle aussi de progressivité dans ce qu'on fait, Ouais, et puis de temps d'adaptation, et c'est le temps au corps d'assimiler ce qu'on vient de lui envoyer dans la tronche. L'autre ouais, problématique aussi dans cette discipline-là, pour l'avoir pratiqué un peu sous cet angle-là, si je reconnais coupable, à un moment donné, tu es tellement dans une recherche de décharge émotionnel, physique, et qu'à un moment donné, tu y vas tous les jours et tu surenchères jusqu'à te mettre en PLS. Voilà, donc il y a toute une réflexion de fond à travers tout ce qu'on vient d'échanger là, mais euh, ouais, c'est Seb, ça. est-ce que La tu as progressivité. des choses sur sur la partie un peu plus perf à donner en termes d'information? C'est pareil, nous, tu sais, on travaille même pas forcément sur un sportif, on travaille sur une personne. Donc, on vient checker son système nerveux à l'instant T et on essaie d'améliorer son système nerveux. Automatiquement, il va y avoir un effet pyramidal où les autres compétences vont s'améliorer. Mais il faut travailler un moment sur cette base de la structure. Et il faut après que tu travailles la structure en elle-même. On parlait bah, du CrossFit, mais tu sais, c'est cool de marcher sur les mains. Mais est-ce que tu es capable? Bah, de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir une barre et d'être solide. Quand tu soulèves une barre en overhead, tu vois, si tu n'arrives déjà même pas à soulever 50 kilos, qu'est-ce que tu veux te retourner et faire une marche à 80 kilos, tu vois, sur les mains? Hmm. Donc voilà, moi c'est un peu ma vision du truc. Donc oui, je travaille le système nerveux, après je travaille la structure. Et après, Seb travaille potentiellement aussi différemment parce qu'on n'a pas forcément le même type de public aussi. Euh, Moi, comment je le vois par rapport aux sportifs, alors je rejoins à 100% ce qu'Adrien disait. Tu travailles avec un humain avant un sportif. Et j'avais une fois interviewé. Oh, j'ai oublié le nom, donc je dirais. Bref. Bref. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était ce lien entre l'humain et le sportif et qui est continuellement dans un continuum comme ça. Et on ne lui pas à travers l'approche autour de la neuro, c'est optimiser le système nerveux. Tu peux faire toutes tes tâches à tous les jours, que ce soit sportive ou non. Mais si ton système nerveux n'est pas bien calibré, tu as tout le temps un frein à main. Tu peux les faire, c'est correct. C'est comme si maintenant, demain, tu vas rouler avec ta voiture, avec le frein à main, tu peux faire quelques mètres quand même avec. Par contre, c'est pas efficient. Avec le système nerveux, c'est pareil. Tu arrives à performer, tu arrives à soulever des barres, tu arrives à faire des squats, tu arrives à faire toutes les performances que tu le souhaites. Par contre, tu ne seras jamais au maximum parce que tu as un frein à main. Plus ou moins serré, plus ou moins non serré. Par contre, le but à travers la neuro, c'est desserrer le frein à main pour justement libérer le plein potentiel. Donc, sportif, pas sportif, c'est pas qu'on s'en moque, c'est juste qu'on est là pour optimiser le mouvement à travers cette approche-là. Ok, donc optimiser l'humain, d'ordre C'est général. ça. Ok, excellent. Bah écoutez les gars, je pense que c'est quand même déjà beaucoup d'informations. Je vous remercie pour tous ces détails et toutes ces histoires aussi, parce que ce qui m'intéresse, vous l'avez bien compris, c'est savoir aussi qui vous êtes et qui est derrière Labo RNP. Ça rend la chose, à mon sens, beaucoup plus voilà, humaine, oui, mais au-delà de l'humain, accessible, et j'aime fonctionner sur cet aspect-là. Donc merci d'avoir joué le jeu, de m'avoir partagé tout ça. Euh, la dernière partie que je fais avec mes invités, c'est souvent la même, c'est des questions qui reviennent un petit peu régulièrement. Peut-être qu'on vous a déjà posé, c'est pas grave, je vous les repose, mais j'aime bien finir comme ça. Donc c'est un petit finisher, réponse du tac au tac. C'est pour ça que je voulais pas vous envoyer les questions avant parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de spontanéité. T'as raison, Euh, c'est top. donc, l'un qui commence, l'autre qui enchaîne juste derrière, comme vous voulez, celui qui sera en deuxième aura Vas-y, toujours Seb, un comme peu. ça me laisse 20 secondes de concentration en plus. Ok. Donc, la première question, c'est votre routine matinale parfaite, s'il y en a une. C'est marrant parce que je suis très routinier, moi, hein. Par contre, notamment le matin.
elle est variable en fonction du moment. C'est-à-dire qu'avoir une routine, moi, ce que j'aime bien, je parle pour moi, du chaos organisé. C'est que j'ai deux périodes de travail. Par contre, dans ces deux périodes, c'est que j'ai du chaos, ça peut changer au jour le jour. Ça, je parle pour moi. C'est quoi que tu appelles du chaos? Bah, des fois, par exemple, jour 1, par exemple, ce matin, je suis allé courir. Ouais, je suis allé courir. Après, j'ai de la lecture. Après, j'ai des tâches cognitives. Ensuite, j'ai du jonglage, etc. J'ai des différents aspects dans lesquels moi, je souhaite me développer et augmenter en compétences. Mais par contre, c'est pas tous les jours la même chose. Ok. Mais par contre, je sais que j'ai toujours deux périodes. Moi, une période, c'est 30 minutes. Donc, j'ai tout le temps 1 heure le matin. J'ai 1 heure pour moi. Et puis là-dedans, ça dépend des jours. Donc, Mais j'ai beaucoup de trucs là-dessus. 20 secondes, ça ne tiendrait pas. ok. Bon, Adrien. Je félicite Sébastien qui va courir, parce que Dieu sait que c'est pas forcément facile pour Sébastien d'aller courir, c'est pas sa passion. Euh, Moi, ça va être plus simple le matin. Moi, j'aime bien ne rien faire, ne pas travailler. Enfin, ne rien faire, c'est entre guillemets. Euh, Moi, je suis productif si je travaille l'après-midi et le soir. Donc, le matin, si tu veux, je me lève, je m'occupe de mon fils, j'emmène à l'école, je fais mon sport, je promène mon chien, je vais chercher mon fils de l'école, fin de matinée. Voilà. Ça m'arrive de temps en temps de travailler, mais c'est des petits trucs, tu vois, qui vont aller vite, etc. Mais voilà, ma routine, c'est sport, promenade de chien le matin. Ok, d'un point de vue alimentaire, rien de spécifique. On mange pas. Il faut manger, c'est la vie. Matin, moi, ça dépend. Matin, moi, ça dépend. J'ai des périodes où je faisais des jeûnes intermittents. Là, en ce moment, je mange de nouveau le matin. Ça dépend. Ok. C'est pareil que Seb. Pareil que Seb. Il y a des fois, si je fais des entraînements, si je double mes entraînements dans la journée, je vais manger le matin. Sinon, je vais peut-être grignoter juste un truc si j'ai un gros entraînement le matin, mais si je m'entraîne pas le matin, je jeûne. Ok. Excellent. Euh, Deuxième question. Attention, roulement de tambour. Euh, Soit votre dernier livre lu, soit votre livre de référence. Je vais en donner deux parce que c'est les deux derniers. Alors, j'explique pourquoi. Parce que les deux, je les ai lus ce week-end. Il y en a un, c'est par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à l'état fixe, l'état de développement. Et c'est quand même quelque chose qui, moi, me conditionne. Je pars toujours du principe que pour remplir euh, il faut que tu aies déjà rempli toi avant de remplir aux autres. Donc, c'est surtout dans un état de développement, ce qui conditionne beaucoup mes routines matinales. C'est pour ça qu'elles sont concentrées sur moi. Et c'est un livre que j'ai lu samedi. C'est Oser vraiment réussir, où le nom du livre porte très mal le contenu. Parce que tu crois que, ouais, réussir, réussir. En fait, c'est surtout dans un état d'esprit, soit fixe. C'est dans ce que tu disais. Est-ce que tu crois qu'on est toujours capable de progresser ou pas? Ou un état de développement où tu es dans la constante recherche de développement qui fait que tu privilégies les échecs plutôt que la réussite parce que ça te permet de progresser. Celui-ci. Et le deuxième que j'ai lu ce week-end, c'était Gorin no So, que je relis, de Miyamoto Musashi. Voilà. Ok. J'en ai donné deux parce que je les ai lus ce week-end. Sinon, le livre de référence, j'en ai pas trop, ça dépend en fonction de ce que je lis. Ok. Ah, ça Adrien. ça va dépendre des thématiques aussi. C'est vrai que c'est pas facile parce que on est intéressé et curieux de beaucoup de choses. Donc, donc on lit beaucoup de choses. Moi, je vais te dire facilement, le dernier que je l'ai lu, c'était hier soir. C'est ça, c'est une revue d'approche neurophysiologique, des apprentissages chez l'enfant. ANAE, ça s'appelle. C'est que des professeurs, des chercheurs en neurosciences, CNRS, etc. qui font ça. Donc là, je me suis commandé toutes les revues de 2023 et donc je les lis. Et c'est super sympa parce que ça a trait directement à ce que nous on fait. Tu vois, là, ça parle du TDAH. Ça parle aussi des problématiques visuelles dans le TDAH, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment le dernier truc que j'ai lu. C'était hier soir. Mon livre de référence que j'aime vraiment beaucoup, c'est Paulo Coelho, L'Alchimiste. C'est vraiment un livre que j'ai relu plusieurs fois dans ma vie. Et si je dois prendre un livre dans ma thématique de base, qui est le mouvement sportif, la performance physique, c'est Michel Dufour, Les diamants neuromusculaires. Voilà, qui est un livre exceptionnel en préparation physique. Ok. Excellent. Attention, plus difficile. Ouais. Alchimie, je préviens, quelqu'un me l'a, une fois pris, il ne le retrouve plus. J'ai toujours demandé à Adrien s'il me le prêtait le sien, il m'a toujours dit non. Ouais, parce qu'après, sinon j'ai le même problème que Seb. Et qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Je t'ai dit, la prochaine fois, prends-le-moi le premier jour où tu viens. C'est compliqué, Ouais. Seb, il habite au Canada. On est originaire du même endroit, hein. Son père, il habite à 25 minutes de chez moi. Mais le truc, c'est que là, il vit au Canada. Mon petit doigt me dit que je vais pouvoir lui prêter à la fin de l'été, là. Allez, règlement de compte en direct. Ok. Attention, plus difficile.
mais je doute pas de vos capacités, les gars. Euh, votre citation préférée? Ah, je ne sais pas si c'est ma préférée, néanmoins, je la dis quand même assez régulièrement, c'est Il n'y a de vent favorable à qui ne sait où aller de Sénèque. Ok. Alors moi, j'adore les citations, hein. C'est vraiment un truc que je kiffe. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'alchimiste, parce qu'il y a plein de phrases types. Euh, En fait, il y en a deux que j'aime beaucoup et qui sont de moi-même un peu. C'est la seule personne à qui on ment, c'est à soi-même. Ça, c'est une phrase que j'ai répétée pendant des années, tu vois. Surtout quand je faisais du coaching sportif, parce qu'il y avait beaucoup de mythos d'Instagram. Et, et la deuxième, c'est l'exploration vaut mieux que le divertissement. Ça, je le dis. C'est ma citation du moment parce que je travaille beaucoup avec des enfants. Je fais beaucoup d'informations auprès des parents, etc., pour les troubles neurodéveloppementaux. Donc, l'exploration vaut mieux que le divertissement. C'est-à-dire, il vaut mieux aller explorer dans la nature que mettre ton enfant devant un jeu. Voilà. Ok. Bah, merci, bravo déjà d'avoir répondu aussi rapidement et facilement à cette question, parce qu'il y en a qui galèrent un petit peu à trouver des citations. Euh, j'ai pas d'autres J'avoue, questions qui me moi, viennent comme ça. tu me demandes une deuxième, je ne saurais pas dire. Toi, c'est juste que je dis. Par contre, moi, je suis curieux de savoir la tienne, par contre, tu vois. Moi? Ouais, Ouais. on va dire que c'est relativement simple et elle est très connue. Pareil, j'en ai deux, mais la deuxième, elle est trop longue et j'ai du mal à la retenir. J'ai juste le fond du message en tête. Mais la première, c'est tout simplement ce qui ne te tue pas te rend plus fort, dans le sens la capacité d'adaptation que notre corps a, cette capacité de résilience et cette exposition au principe de l'hormèse qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt la première qui me viendrait. La deuxième. Je l'aurais pas, je l'aurais pas. C'est de Sénèque également, mais je l'ai plus. Je pourrais pas te la redire. Désolé. Ouais, c'est pas Je grave. pourrais vous l'envoyer par écrit. Ça m'a compris, tu vois, donc, Avec parfait. plaisir. Merci les gars, une fois de plus, d'avoir pris du temps pour répondre à ce petit échange, ce petit épisode de podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai, un de ces Avec grand quatre. plaisir. Moi, je viens pas loin d'Orléans à la fin de semaine en plus, tu vois. Donc, Bah écoute, hésite pas, même pour boire un café, faire un petit tour au studio, je te montre un petit peu les lieux, ça fait toujours plaisir. je sais pas où c'est par rapport à Orléans exactement. Je viens à Ferrières-en-Gâtinais, tu vois. Je sais que c'est pas trop loin d'Orléans, Ok. C'est mais ouais, c'est une petite demi-heure, trois quarts d'heure. ouais, je viens pour une formation. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais avec plaisir. Du coup. Ok, bah écoute, en tout cas, l'invitation est lancée. Merci Merci, beaucoup. et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation. On va continuer de vous suivre. Juste si vous voulez faire un petit coup de promo, c'est le moment. S'il y a des informations à faire passer, des dates importantes qui arrivent pour vous, voilà, des actus. Il y a quelque chose. Ouais, c'est spécial. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Labo RNP, c'est facilement trouvable. Et puis, nous, on répond à toutes les questions de tout le monde dès que les gens nous sollicitent. Donc, c'est avec plaisir qu'on accueille tout le monde. Et merci surtout à toi pour ce moment passé là. C'était cool. J'adore les petites questions de la fin, là. Écoutez, merci à vous les gars. Bah, Merci. je vous dis à plus. Ciao. À bientôt. Ciao.